Et bienvenue à tous en ce dimanche matin sur LCI, en toute franchise, en partenariat avec le Parisien. Bernard Cazeneuve est notre invité. Nous sommes ravis de vous recevoir. Bonjour, monsieur l'ancien Premier ministre. Vous avez créé le mouvement La Convention. On va évidemment vous interroger sur le rôle que vous voulez voir tenir à ce mouvement politique, dans la perspective, et vous nous direz si elle est souhaitable ou si elle est probable, d'une victoire du Rassemblement national à la présidentielle de 2027. Vous allez être interrogé par Arlette Chabot, éditorialiste LCI, Olivier Beaumont, qui est le chef adjoint du service politique du Parisien. Frédéric Delpech viendra tout à l'heure du tac au tac. Mais d'abord, si vous le voulez bien, Bernard Cazeneuve, 3 questions, vous répondez par oui ou par non, et on prend le temps ensuite, évidemment, de développer. Emmanuel Macron a envoyé des militaires au Groenland. Il a qualifié hier d'inacceptable le chantage exercé par Donald Trump sur les droits de douane. A-t-il la bonne réponse ? En tous les cas, c'est un élément de la réponse. Donc je pense que le président de la République a raison de témoigner de sa fermeté. On verra ensuite, dans notre échange, quelles sont les autres initiatives qui peuvent être prises pour essayer de renforcer le rapport de force. On va voir ça tout de suite. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, hésite entre le 49.3 et les ordonnances pour doter la France d'un budget. Est-ce que les ordonnances seraient le bon choix ? Non. Les socialistes sont-ils en mesure de gagner la prochaine présidentielle ? Je l'espère. Nous allons développer ces 3 points, mais on commence par le Groenland, la politique internationale. Donald Trump menace donc d'imposer des droits de douane de 10% dans un premier temps à 8 pays européens, dont la France, en raison de leur opposition à son projet d'annexion de ce territoire. Est-ce qu'il faut répondre par la réciprocité des droits de douane ou est-ce qu'il faut prendre le temps de discuter d'abord ? Bon, d'abord, il faut regarder lucidement ce qui se produit en Europe. Il y a la question du Groenland, il y a aussi la question de l'Ukraine. Tous ces sujets sont liés les uns aux autres, car si ce qui se passe au Groenland devait aboutir à une dissolution de l'alliance qui est l'Alliance Atlantique, les conséquences seraient absolument telluriques sur d'autres sujets qui concernent la sécurité en Europe, et notamment la question de l'Ukraine. Sur la question du Groenland, Donald Trump se comporte comme un promoteur immobilier décidant d'acquérir un territoire qui ne lui appartient pas et dont ceux qui le possèdent ne souhaitent pas le lui céder. Et il indique que cette volonté qui est la sienne est dictée par des considérations de sécurité. En réalité, si ce sont des considérations de sécurité qui président à son positionnement, l'OTAN, rassemblant en son sein à la fois les États-Unis et l'Europe, on pourrait très aisément imaginer que l'OTAN, par un débat en son sein, parviennent à déterminer les conditions du renforcement de la sécurité autour des enjeux liés à ce territoire. Mais ce n'est pas le choix qu'a fait Donald Trump. Et en prenant la décision qu'il a prise, c'est-à-dire celle qui consiste autour d'une méthode très impériale, qui allie l'intimidation et la menace, de prendre le risque de la dissolution de l'Alliance, parce que ce qui fonde l'Alliance Atlantique aujourd'hui, c'est une solidarité entre ses membres. Si l'un des membres est attaqué, les autres doivent en solidarité intervenir pour le soutenir. Or là, nous voyons que l'un des membres de l'Alliance, et non le moindre, celui qui est à la tête de cette Alliance depuis sa création, décide d'agresser l'un des membres de l'Alliance, remettant en cause jusqu'au principe même de cette solidarité qui avait conduit le monde libre à agir ensemble lorsque les libertés étaient menacées ou lorsque le territoire d'un État souverain était agressé. C'est donc un bouleversement complet des principes et des valeurs qui ont fondé cette alliance depuis maintenant des décennies. Et en réalité, l'OTAN est déjà juste un mot, ce à quoi on assiste depuis maintenant quelques années, il faut bien en prendre la mesure et regarder tout ça lucidement, c'est quoi ? C'est la remise en cause par un certain nombre d'États démocratiques, et notamment celui qui se trouve à la tête du monde libre, je veux parler des États-Unis, du lien qui existe et qui est un lien jusqu'à présent considéré comme indestructible entre la démocratie et les principes de l'État de droit. Trump considère que la démocratie peut continuer à vivre amputée des principes de l'État de droit. Ça vaut sur le plan du droit international, on l'a vu à l'occasion de cette séance qui a traumatisé beaucoup les Européens dans le bureau du président Trump lorsqu'il a menacé Zelensky dans les conditions dont on se souvient. Ça vaut pour aujourd'hui le Groenland. Ça pourrait valoir d'ailleurs demain pour l'Ukraine si Trump validait un processus de cessez-le-feu et de paix qui soit en réalité une capitulation
entériné par un accord entre les Russes et les Américains de l'Ukraine face à la volonté d'annexion de la Russie. Et pour ce qui concerne les États-Unis eux-mêmes, on voit que la manière dont ils se comportent à l'égard des juges, à l'égard des gouverneurs qui lui résistent, des représentants qui le contestent, des sénateurs qui le vilipendent, n'a rien à voir avec l'idée que l'on peut se faire du fonctionnement normal d'une démocratie. C'est donc une remise en cause de principes et de valeurs auxquels nous tenons. C'est une remise en cause de la solidarité au sein de l'OTAN. Et je pense que pour ce qui concerne le Groenland, nous serions bien inspirés, nous les Européens, d'affirmer de façon très nette que si le président Trump devait aller dans cette direction, ce serait la dissolution de l'Alliance, qu'il en prendrait lui la responsabilité, que ce qu'il est en train de faire, c'est de semer au sein de cette Alliance tous les éléments de la dissolution, ce qui aurait des conséquences, y compris en Russie. Et deuxièmement, ce qu'il faut faire, c'est faire mal, autant qu'il prétend faire mal. Eh bien, en prenant des dispositions comparables à celles qu'il se propose de prendre à notre rencontre, nous avons le devoir désormais de réagir avec la plus grande fermeté, et c'est la raison pour laquelle ce qu'a dit le président de la République hier doit trouver un écho plus large au sein de l'Union européenne, et c'est l'Union européenne dans son ensemble, dans l'unité, l'indivisibilité, la volonté de ses chefs d'État qui doit dire stop. Alors, sur les tarifs douaniers, menace effectivement du président Trump, on doit faire la même chose. On s'aligne plus 10% 1er février, éventuellement 25% en juin. On dit, nous on suit. C'est la même chose. D'abord, ce que nous devons dire au président Trump, c'est qu'il est en train, encore une fois, de prendre la responsabilité de la dissolution d'une alliance qui a été l'alliance du monde libre face à tous les régimes autoritaires, et que la dissolution de cette alliance aurait pour conséquence de semer le plus grand désordre partout à travers le monde, et notamment d'accroître la crise en Ukraine dans des conditions qui la rendraient moins maîtrisable encore, premièrement. Et deuxièmement, nous n'allons pas continuer, Madame Chabot, à courber l'échine face aux États-Unis, à aller benoîtement devant le président Trump, lui dire merci pour les droits de douane, comme nous l'avons fait à travers l'ambassade déclenchée par Madame von der Leyen en Irlande il y a de cela quelque temps, lorsque nous sommes venus lui dire merci pour tout. Il y a un moment où il faut que l'Europe soit capable, en analysant très précisément ce que sont ses capacités de rétorsion, de prendre des mesures qui permettent de dire aux États-Unis que nous sommes déterminés, autant que le président Trump, à ne pas accepter la poursuite de ce désordre dont il est l'auteur. Ce matin, dans les colonnes du Parisien, Gabriel Attal va déjà plus loin, en appelant l'Union européenne à actionner un instrument de coercition, la réciprocité des droits de douane, mais aussi l'exclusion des entreprises américaines des marchés publics européens. Est-ce qu'il faut en aller jusque-là ? Non, mais le propre d'une riposte, lorsqu'elle est efficace, c'est qu'elle est gratuite. Pour l'instant, le président Trump menace de prendre des droits de douane, et il menace d'acquérir par la force un territoire. Doit-elle menacer aussi ? Il dit vouloir prendre, il ne les a pas encore pris, il dit vouloir prendre des dispositions supplémentaires concernant les droits de douane. Eh bien, nous devons regarder, pour ce qui nous concerne, quelle est la réponse politique apportée. Elle est, à mon avis, double. Il faut matérialiser par une déclaration commune des pays de l'Union européenne le fait que le président Trump prendrait et est en train de prendre la responsabilité de la dissolution de l'Alliance, premièrement, et deuxièmement, il est impératif de prendre des mesures, il est indispensable de prendre des mesures équivalentes, et puis troisièmement, il est indispensable que l'Union européenne accélère son organisation pour être capable, de façon souveraine, d'assurer la défense de son propre territoire. Ça veut dire des choses très concrètes. Ça veut dire que nous devons créer des conditions pour être forts face à ceux qui nous menacent ou ceux qui remettent en cause les alliances qui nous unissent à eux, pour avoir une politique industrielle qui garantisse notre autonomie, avoir une politique agricole qui garantisse notre capacité à rester souverain et à nourrir nos propres populations. Il faut que nous soyons capables d'avoir une politique énergétique qui garantisse notre indépendance. Il faut capable que nous soyons... Il faut qu'elle réponde vite. Comment ? Il faut que l'Union européenne réagisse vite. Il faut qu'elle réagisse vite. Il n'y a pas de temps à perdre. Mais nous avons été extraordinairement naïfs face au bouleversement du monde. Nous avons été extraordinairement naïfs en matière
matière commerciale. Lorsque nous avons vu qu'un certain nombre de puissances s'organisaient pour faire en sorte que tous leurs produits soient déversés sur le marché européen, nous avons continué à développer une vision absolument angélique du libre-échange sans nous rendre compte que les autres s'apprêtaient, en bénéficiant de conditions sociales et de conditions environnementales très dégradées par rapport à nous, à envahir notre propre marché de leurs produits sans que nous réagissions. Nous n'avons pas été capables de prendre des mesures en matière de défense qui devaient l'être. Nous avons considéré longtemps que nous devions toucher les dividendes de la paix. Puis lorsque nous avons pris conscience que le monde devenait dangereux, nous avons mis longtemps à définir le cadre dans lequel nous allions renforcer l'Europe de la défense. Et quand nous avons décidé de le faire en augmentant nos budgets, nous sommes pour un certain nombre de pays de l'Union européenne allés acheter des F-35 aux Américains. Et pourtant, vous êtes optimiste après toutes ces faiblesses qu'on a manifestées. Est-ce qu'on est capable de réagir vite ? Je ne suis absolument pas optimiste. Je pense que si nous voulons résister au contexte qui se présente à nous, nous n'avons pas d'autre choix que d'être lucides. Et la lucidité, c'est quoi ? C'est d'essayer de prendre des mesures qui permettent de réagir à l'agression verbale dont nous faisons l'objet, mais qui fait suite quand même à un certain nombre de décisions prises par Trump qui devraient nous alerter sur sa détermination à aller au bout de ses buts. Et deuxièmement, il faut que nous nous dotions des instruments de l'indépendance, de la puissance, de la détermination qui nous permettent, lorsque nous parlons, lorsque nous menaçons, d'être crédibles. Et là, je conviens avec vous qu'il y a loin de l'objectif à la réalité d'aujourd'hui. Mais que cherche vraiment Donald Trump ? Parce que vous dites effectivement, s'il y a un problème de sécurité, ça se règle avec l'OTAN. Donc là, en disant encore une fois et en répétant à chaque fois, on a besoin d'acquérir, absolument d'acheter, d'être propriétaire du Groenland. Quel est le véritable objectif de Donald Trump ? L'objectif de Donald Trump, il est assez simple. Il est de faire en sorte que les États-Unis seuls, à leur seul profit, et peut-être à son profit propre, politique, puissent faire main basse sur toutes les ressources dont les États-Unis ont besoin pour affirmer leur domination dans une compétition internationale qui est devenue une compétition entre des puissances impériales. La Russie, la Chine, les États-Unis, mais aussi peut-être demain l'Inde, qui est une puissance qui monte, avec une réalité nouvelle à laquelle nous n'étions pas habitués, nous qui pensions que l'ordre du monde, dès lors qu'il y avait le multilatéralisme et le respect du droit international, garantissait la paix. Nous voyons là des pays qui n'ont plus rien à faire du droit international, qui n'ont aucune préoccupation des autres nations, qui ont une préoccupation de la paix qui confine à l'indifférence. Et par conséquent, si nous ne comprenons pas que face à cette réalité du monde devenue violente, où seuls les intérêts dominent, nous pouvons, si nous voulons, faire triompher nos valeurs. Je ne propose pas qu'on les abandonne, je propose au contraire que, au nom des valeurs qui sont les nôtres, nous opérions les mutations qui vont bien sur le plan de la défense, sur le plan de la politique industrielle, sur le plan de la politique énergétique, sur le plan de la politique budgétaire, ça a des conséquences y compris sur le plan intérieur, pour ne pas afficher en permanence une faiblesse qui donne le sentiment, lorsque nous affirmons notre détermination par rapport aux autres, qu'elle est purement verbale. Oui, donc on a bien compris, selon vous, le seul objectif de Donald Trump, c'est de faire main basse sur les richesses du Groenland. C'est de faire main basse sur les richesses du Groenland, d'intégrer bien entendu sans doute des préoccupations de sécurité concernant les routes maritimes, concernant la nécessité de se protéger face à la Russie et à la Chine qui manifestent un intérêt réel pour le Groenland. Tout ça est vrai à la fois. Ce qui est en revanche très nouveau, c'est que pour atteindre cet objectif-là, il est prêt, sans aucune limite s'imposant à lui-même, à faire main basse sur toutes les richesses du monde pour affirmer la domination et à sacrifier l'OTAN. Vous disiez, il faut lui dire qu'il risque de faire exploser l'OTAN. C'est la première réponse que vous avez faite. Mais vous pensez qu'il est sensible ? Je pense que c'est un sujet sur lequel il est sensible, parce que remettre en cause une organisation dont il a besoin pour sa propre sécurité, et sur laquelle un certain nombre de forces politiques, y compris qui sont proches de lui, ont matérialisé leur attachement, ça peut lui poser un problème si demain monte l'idée qu'il est en train lui-même, par ses agissements, de remettre en cause une alliance qui a été déterminante pour la sécurité des États-Unis, et y compris l'affirmation d'un certain nombre de principes, de valeurs auxquels avant les décisions, est-ce que les Européens, et au-delà, parce que le Royaume-Uni est aussi concerné par ces menaces de Donald Trump, est-ce que Européens, Union européenne élargie, symboliquement, les responsables devraient s'exprimer
se réunir, apporter directement leur soutien en allant au Groenland, je ne sais pas, au Danemark. On l'a fait pour l'Ukraine. Moi, je n'ai pas compris, par exemple, que le Conseil européen ne se soit pas réuni à Copenhague pour dire nous comprenons les préoccupations de sécurité, nous sommes un ensemble politique habité par les principes de responsabilité, de lucidité face aux menaces qui se présentent au monde libre. Nous sommes désireux du maintien du lien transatlantique, mais nous souhaitons que tout cela s'opère dans des conditions où les alliances affirment leur volonté, dans le respect de chacun, de maintenir les objectifs de sécurité. Et ceux qui remettent en cause cet équilibre sont ceux qui prennent le risque de la remise en cause de l'existence même de l'Alliance Atlantique. La solennité de cette déclaration, je ne l'ai pas vue. La mise en scène de cette déclaration, je ne l'ai pas vue. La responsabilisation des États-Unis puissante face au risque pris par les États-Unis de voir remis en cause l'Alliance Atlantique, je ne l'ai pas senti. Ouais. Et donc c'est ça qui me paraît aujourd'hui manquer, et la lucidité aussi des Européens face aux nouveaux équilibres du monde, face aux ambitions impériales et de puissance. Je n'ai pas vu les Européens prendre depuis quelques mois et quelques années des décisions qui soient à la hauteur des risques qui se présentent au continent européen. Ni en matière de protection du marché intérieur face aux agressions commerciales, ni en matière de politique de défense, ni en matière de préférence européenne en matière d'achat de matériel de défense, etc. etc. Alors, vous venez de nous dire que Trump n'a aucune limite, et pourtant on a vu en Iran, il a été capable de faire machine arrière alors qu'il menaçait d'intervenir en Iran sous la pression il a fait machine arrière sous la pression des pays du Golfe, donc c'est quelqu'un qui peut aussi reculer, parfois même se dégonfler. En tous les cas, ce qui domine aujourd'hui, c'est la détermination qu'il montre à atteindre son but sans qu'aucune limite ne se pose à lui-même, voilà, mais quand à l'exception de sa propre morale, ce qui devrait d'ailleurs nous interroger, car de morale, il m'en semble singulièrement dépourvu, y compris lorsqu'on regarde d'ailleurs ce qui s'est produit en Iran, où il a encouragé les manifestants iraniens à descendre dans la rue, pour quelques jours après, sans davantage d'explications, retirer le tapis sous les pieds des manifestants, qui ont payé un lourd tribut pour avoir eu le courage de s'opposer. Mais ça dit quoi, mais il a reculé, là. Il a reculé. Ça dit simplement que non. Ça dit simplement que la seule chose qui préoccupe le président des États-Unis, en tous les cas qui domine dans ses préoccupations, c'est l'intérêt de son seul pays, son intérêt personnel à mains égards, et par conséquent, quand le président des États-Unis, répondant à une question d'un journaliste, dit « je n'ai pas de limite à l'exception de celle que je m'impose à moi-même », comme ces limites, on ne peut pas considérer, compte tenu de ce que sont ces actions, qu'il les puise au plus profond d'une morale ou d'une éthique personnelle que nous pourrions partager avec lui, en tous les cas sur tous les sujets. Nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est d'instaurer nous-mêmes un rapport de force. Et imposer un rapport de force sur le plan diplomatique et politique, ça implique que nous soyons capables de faire les efforts nécessaires chez nous pour rendre cet effort crédible. Une dernière question, parce que le temps passe vite. Pardon, sur le Groenland, je reviens une seconde. Emmanuel Macron a décidé d'envoyer, comme vous le savez, un petit contingent militaire, des premiers chasseurs alpins français avec d'autres pays. Il y en a certains en France, dans la classe politique notamment, qui ont parlé de classe de neige. Ils se sont moqués. Ils ont tort? Moi, je pense que quand on est dans un contexte international comme celui auquel on est confronté, et que le président de la République prend des dispositions pour essayer avec les Européens d'instaurer un rapport de force, on peut bien entendu exprimer des réserves, on peut souhaiter qu'il y ait des compléments d'action qui viennent donner davantage de force à ce qui est fait, mais on manifeste un minimum de solidarité, ou en tous les cas de décence dans la manière dont on s'exprime à l'égard de ceux qui dirigent le pays, si on a un minimum de sens de la nation. Donc moi je n'ai pas sur tous les sujets d'accord avec le président de la République, loin s'en faut.
J'ai été dans son opposition pendant toute la durée de son mandat et je le demeure. Mais quand on est dans des circonstances comme celles auxquelles on est confronté et que le président de la République, dans un contexte extrêmement difficile, avec les différents chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, essaie de trouver la riposte adéquate à la violence extrême du président des États-Unis, on choisit ses mots et on évite les ricanements d'arrière-boutique. On reviendra tout à l'heure sur le Mercosur, signé hier entre Ursula von der Leyen et les pays, 4 pays qui composent le Mercosur. Juste une question, vous avez tout à l'heure qu'elle n'aurait pas dû aller en Irlande, courber les chines de la façon dont elle l'a fait, face aux droits de douane, face à Donald Trump. Est-ce qu'elle aurait dû est-ce qu'on devrait déchirer cet accord commercial ? Cet accord, c'est un accord qui a été mal négocié. Là, vous parlez de quoi ? Je parle du Mercosur. Ah, mais alors, c'était sur l'Irlande, sur l'accord sur les droits de douane avec l'Union européenne. Non, mais l'accord sur les droits de douane, nous n'aurions jamais dû l'accepter en l'état, et nous aurions dû, dès lors que Donald Trump commençait à faire état de la volonté qui était la sienne d'appliquer des droits de douane, lui dire très bien, mais voilà ce que nous allons faire en riposte, et voilà les droits de douane que nous allons appliquer nous-mêmes. Mais ça, les Européens ont été incapables de le décider ensemble, comme ils ont été incapables en matière de politique de défense de mettre en place une préférence nationale européenne. Aujourd'hui, donc ça a été fait. Aujourd'hui, les Danois, par exemple, ont décidé d'acheter des F-35 américains. En un clic du président Trump, ces avions ne volent pas. Ouais. Bon, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes dans un monde qui a changé de nature, dans un monde qui a changé de nature où les alliances se sont sensiblement modifiées. Nous devons être capables d'assurer de façon souveraine notre propre sécurité. Et on parlera à propos de politique française, évidemment, du budget. À tout de suite. Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, à la tête du mouvement La Convention, est notre invité dans En toute franchise. Bernard Cazeneuve, la politique française avec le suspense sur le budget. Olivier Faure, hier soir sur TF1, a annoncé qu'il ne censurerait pas le gouvernement Le Cornu sur ce texte, à 2 conditions: obtenir la copie complète du texte et que les dernières annonces ne se fassent pas sur le dos des Français, qu'on ne leur demande pas d'efforts supplémentaires. Est-ce que vous êtes en ligne avec la ligne d'Olivier Faure ? Bon, d'abord, le fait qu'on ne censure pas le gouvernement pour pas ajouter le chaos, un supplément de crise à un affaissement institutionnel déjà visible et grave, c'est pas la ligne d'Olivier Faure. C'est celle que tous ceux qui, à gauche, de façon responsable et soucieux de l'intérêt du pays, ont exprimé au moment où Olivier Faure proposait qu'on censure le gouvernement Barnier, le gouvernement Bayrou, et alors même que dans la continuité de sa doctrine, il les a censurés, les faisant tomber. Bon. Moi, je n'ai jamais pensé qu'il fallait, compte tenu du contexte politique auquel nous étions confrontés, censurer les gouvernements, pour la bonne et simple raison que nous ajouterions par la censure de l'instabilité, du chaos institutionnel à une situation déjà préoccupante. Et je préférais, en dépit des différences qui pouvaient exister entre la gauche et ceux qui gouvernaient, qu'on essaie de trouver un compromis, compte tenu de l'urgence des problèmes auxquels on est confronté, qu'on a évoqué dans la première partie de votre émission. Par esprit de responsabilité, nous devrions avoir un budget depuis longtemps. Bon, donc c'est pas la ligne d'Olivier Faure qui prévaut, c'est Olivier Faure qui s'est rallié fort opportunément, et je l'en remercie, à la ligne de tous ceux qui depuis longtemps l'incitaient à faire montre de responsabilité. Pour ce qui concernait l'alliance avec LFI, qu'il fallait rompre, lorsqu'on préconisait il y a de cela quelques mois la rupture avec LFI, le refus de cette alliance qui était sur le plan moral et politique une absurdité, on était qualifié de macronistes, d'hommes de droite. Maintenant, ils sont sur cette ligne-là, ils restent à gauche, et ceux qui disaient cela avant qu'ils ne le fassent sont toujours autant excommuniés par eux, sans doute parce qu'ils ont eu tort d'avoir raison avant qu'ils ne comprennent les enjeux du moment. Bon, donc sur ce point, je ne peux qu'être d'accord avec lui, puisque finalement, il s'est rallié à la position qui d'Olivier, si vous deuxième point, pour ce qui concerne Olivier Faure, il dit « j'attends d'avoir la copie complète ». Il a raison. Et troisièmement, il dit qu'il ne faut pas que les dépenses supplémentaires que nous avons demandées se fassent sur le dos des Français. Bon, là, juste un mot sur la situation budgétaire. Il y a 3 mois, François Bayrou est venu devant les Français dire il faut absolument un budget pour que nous ayons des économies, parce que la situation est grave. Maintenant, tout le monde nous explique il faut des dépenses pour avoir un budget. Bon. Et le premier secrétaire du Parti socialiste nous dit il faut des dépenses, nous les souhaitons
Mais il ne faut pas que les Français en fassent les frais. Mais de toutes les façons, il faudra bien à un moment donné que nous regardions lucidement la situation, la seule qui vaille finalement. C'est qu'avec 3 500 milliards d'euros de dette et un peu plus de 5% de déficit budgétaire, il faudra bien qu'à un moment donné, il y ait suffisamment de Français de droite et de gauche, lucides, honnêtes, soucieux de la vérité pour dire que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Et que par conséquent, pour ne pas continuer comme ça, il faudra des efforts en dépenses. Il faudra une contribution juste de ceux qui ont une capacité contributive importante. En attendant, or là, ce que je ressens, c'est que le compromis se fera sur une dégradation possible du déficit, ou en tous les cas, une moindre diminution que celle 5%, 5%, ça et vous va une absence totale de maîtrise des dépenses dans un pays qui doit malgré tout faire cet effort. Ne pas dire cela, c'est ne pas dire la vérité. C'est ce que vise Sébastien Lecornu. Est-ce que ça vous semble dans les clous pour assurer l'avenir ? Ça ne me semble pas du tout être dans les clous pour assurer l'avenir, puisque la dette ne diminuera en France que dès lors que nous serons au-dessous de 3% de déficit budgétaire. Aussi longtemps que nous serons au-dessus de 3%, nous ne parviendrons pas à diminuer l'importance de la dette. Alors nous sommes à 5,3, 5,4. Pour arriver à 3, ça ne se fera pas en un exercice budgétaire, sauf à créer les conditions de l'austérité, d'un cataclysme politique, économique et social. Donc il faudra prendre le temps d'atteindre ce but. Mais on passe de 5,4 à 5, vous venez de le dire. On ne peut pas prendre 5, je ne sais 5% en 2026. Je ne sais pas si on arrivera à 5, je le souhaite, on le verra à la fin. Vous n'êtes pas sûr ? Non, je ne suis pas sûr. Parce que pour atteindre 5, il faut que les hypothèses de croissance soient les bonnes. Vous avez vu l'état du monde. 2, il faut que l'effort en dépenses soit non seulement documenté, mais réalisé. Ce qui n'est pas le cas. Compte tenu de ce que sont les débats à l'Assemblée nationale et du fait que l'esprit de responsabilité ne semble pas dominer, je ne suis pas sûr que ce sera le cas. Et troisièmement, il faut que les recettes fiscales rentrent. Or, nous sommes bien placés pour savoir dans ce pays qu'il peut y avoir un petit décalage entre les recettes fiscales que l'on escompte et celles que l'on encaisse. Mais comment peut-on financer les mesures annoncées par Sébastien Lecornu ? Parce que c'est assez flou. Ou comment ne faut-il pas les financer selon vous ? Parce qu'il y a la plus emblématique, c'est effectivement l'augmentation de la prime d'activité. Donc où on trouve l'argent ? Non, mais il y a dans les mesures qui sont présentées par Sébastien Lecornu et qui ont été demandées par les socialistes des mesures qui sont tout à fait justes et utiles. Je pense à la décision sur la prime d'activité qui va concerner les Français les plus modestes. Et comment on finance ? Mais vous poserez la question au Premier ministre et au gouvernement de savoir comment ils financent. Moi, je n'ai pas la totalité des éléments en main pour savoir comment ils vont financer ces mesures qu'ils ont eux-mêmes préparées. Mais en revanche, comme j'ai quelques souvenirs du moment où j'ai été ministre du Budget, je sais qu'on ne peut pas financer des mesures nouvelles si on ne fait pas des économies en dépenses sur d'autres postes budgétaires de l'État qu'on considère comme moins prioritaires. Je ne sais pas où sont ces économies en dépenses. Je comprends que ce sont les ministères, c'est-à-dire les administrations centrales de l'État qui vont être appelées à contribution. Mais quand on regarde la structure globale de la dépense publique, il y a 2/3 de la dépense qui sont de la dépense de solidarité, qui relève de l'État-providence, de la dépense sociale, et à peu près 1/3 qui relève des dépenses de l'État et des collectivités locales. C'est donc sur la partie du budget qui est la moins importante en termes de dépenses publiques que l'on va faire l'effort. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai une petite interrogation sur le financement de ces mesures. Et pour ce qui concerne les recettes, je n'y vois pas encore très clair, puisque je comprends qu'il y a encore un certain nombre de mesures. Alors attendez, question d'Olivier Beaumont. Oui, je reviens juste sur ce que vous avez dit juste avant sur Olivier Faure. Je vous trouve un petit peu sévère quand même, parce qu'on parlait de rapport de force dans la première partie de Donald Trump. Olivier Faure, il a installé un rapport de force avec Sébastien Lecornu, et le Parti socialiste a obtenu un certain nombre de concessions du gouvernement dans le cadre de l'élaboration de ce budget. Vous ne dites pas malgré tout, c'est quand même bien joué Je dis que c'est bien, mais je ne vous ai pas dit ça. Et je crois que vous n'avez pas bien compris ce que je vous ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que c'était la stratégie que je proposais que le Parti socialiste adopta depuis 3 ans. Bon, et depuis, en tous les cas, la dissolution. À travers 2 éléments de stratégie, pas de compromission avec LFI. Et deuxièmement, compte tenu de la gravité de la situation, un rapport de force avec le gouvernement destiné à aboutir à un compromis. Le Parti socialiste a censuré 2 fois 2 gouvernements successifs les faisant tomber, alors même que nous étions dans une situation d'urgence.
puis a enfin adopté la stratégie que je préconisais. Donc je ne lui reproche pas de l'avoir fait. Je le remercie de l'avoir fait, et je pense qu'il a eu raison de le faire. Je pense simplement qu'on l'a fait trop tard, et que nous aurions dû avoir une position de responsabilité du parti de gouvernement beaucoup plus tôt. Mais dès lors que les choses sont réorientées et engagées, il faut désormais passer à une étape supplémentaire, c'est-à-dire recréer les conditions de la constitution d'une force de gouvernement puissante, en rassemblant au sein de la même famille politique tous ceux qui sont dans la clarté quant à l'alliance avec LFI et qui souhaitent que la gauche de gouvernement soit présente au second tour de l'élection présidentielle. Et j'invite donc la direction actuelle du Parti socialiste à créer les conditions de ce grand rassemblement, puisqu'elle est désormais sur une ligne qui est conforme à celle que les plus réformistes lui demandaient d'avoir. Élargissons la base, ouvrons les portes et les fenêtres de ce parti, reconstituant une grande formation politique capable d'être présente au second tour de l'élection présidentielle, plutôt que de se perdre en combinaison d'appareils, en primaires improbables. Rassemblons les nôtres pour essayer de compter dans la perspective du second tour de l'élection présidentielle. Voilà ce que je dis tout simplement. Je ne dis pas du tout d'acrimonie à l'égard de quiconque, notamment pas à l'égard d'Olivier Faure et des dirigeants du Parti socialiste. Je leur dis simplement, cessez d'excommunier ceux qui depuis longtemps vous ont prévenu, mis en garde et dont vous semblez avoir adopté la ligne. Donc ne soyez pas sectaires à l'égard de ceux dont vous êtes rapprochés de la ligne. Ouvrez les portes et les fenêtres, créez les conditions d'une formation politique qui soit capable, lucidement, en responsabilité, en disant la vérité aux Français, d'affronter lucidement le contexte international et national. Et ne soyez pas dans l'excommunication de ceux qui vous ont dit depuis longtemps que le chemin devait être différent. Je pense que vous êtes de ceux qui disent qu'il faut en finir avec le budget. C'est le cas de Gabriel Attal qui le répète aujourd'hui. Donc il faut s'en sortir. On s'en sort comment? Il y a une question de procédure. D'abord, c'était très curieux. Mais d'abord, on devrait en être sorti depuis très longtemps. C'est très curieux cette idée. Dedans, mais là, c'est quoi pour aller plus vite, c'est quoi? C'est un 49.3 tout de suite. D'ailleurs, on n'aurait jamais dû cette idée qui consistait à considérer que le 49.3 c'était vraiment une remise en cause absolue du droit du Parlement, qu'il fallait plus du tout utiliser le 49.3, qui était un outil que les fondateurs de la Ve République avaient mis dans le dispositif constitutionnel, pas par hasard, parce que dans des périodes de crise extrême, ça peut permettre malgré tout à la nation d'affronter, lorsque tout est noué, des défis. Et maintenant, on a voulu supprimer le 49.3. Le résultat de tout cela, on le voit, c'est que c'est soit le 49.3, soit les ordonnances. Et les ordonnances, c'est quoi? C'est un dispositif qui conduirait le Parlement, pour la première fois depuis le début de la Ve République, à ne pas avoir à se prononcer sur le contenu d'un budget. C'est-à-dire qu'au nom des droits du Parlement, on aurait privé totalement le Parlement, en n'ayant pas recours au 49.3, la possibilité de se prononcer sur le contenu du budget. La belle affaire. Donc maintenant, il faut sortir de tout cela. Je pense qu'on a eu tort de considérer que cette affaire de 49.3 était une idée géniale. Toutes les mouches qui volent ne sont pas des idées. On n'avait pas à mettre cette affaire Sébastien sur le métier. Lecornu a eu tort de céder. Non, je pense qu'on a eu tort de le demander, et Sébastien Lecornu n'aurait jamais dû s'engager. Et maintenant, il faut y aller, même s'il y a, c'est long, les procédures 49.3, risque de censure. À votre avis, le gouvernement peut ou est sûr aujourd'hui d'échapper à une censure? Quel est le choix? Le choix, c'est l'enlisement dans un débat parlementaire qui n'en finit pas. C'est une censure, un nouveau Premier ministre, éventuellement la dissolution. Il existe le choix en tant que tel. Il y a un risque? Je pense que à partir du moment où on a mis tant de temps pour discuter, on peut espérer quand même que ces discussions sont susceptibles d'aboutir à un accord de non-censure du gouvernement. Donc, ce que je comprends de la déclaration d'Olivier Faure, elle est de ce point de vue-là rassurante, c'est que s'il devait y avoir un 49.3, il n'y aurait pas nécessairement de censure. Donc j'imagine que dans les jours qui viennent, on va déterminer les conditions d'une non-censure du gouvernement s'il devait présenter un 49.3 pour que nous ayons enfin un budget. Nous aurions dû traiter cette question de cette manière depuis longtemps. Et on ne l'a pas fait, et maintenant, il est temps de passer à autre chose. Autre chose, ça va venir vite, la présidentielle. Ça vous impressionne que ce matin, dans un classement publié par La Tribune, signé par l'Ipsos, les 3 premières personnalités plébiscitées par les Français soient Jordan Bardella, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen? La puissance de ce courant politique-là vous impressionne aujourd'hui? Mais que fait-on pour qu'il en soit autrement? Qu'a-t-on fait les forces dites de l'arc républicain depuis maintenant près de 2 ans pour qu'il en soit autrement?
Est-ce qu'il était pertinent, alors que nous étions confrontés à une situation internationale aussi grave, aussi préoccupante que celle que nous avons décrite, de procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale, qui ne manquerait pas de créer la confusion la plus grande, qui pousserait davantage d'électeurs encore dans les bras du Rassemblement national? Donc tout est à cause de la dissolution? Non, mais il y a la dissolution, mais il n'y a pas que la dissolution. Est-ce qu'il était indispensable à gauche de vivre pendant des mois sous la domination de LFI après avoir créé les conditions d'une alliance avec cette organisation politique dont on voit qu'elle fabrique des votes Rassemblement national dans des quantités industrielles? Est-ce qu'il était indispensable de faire durer aussi longtemps une procédure budgétaire alors même que les Français ont parfaitement conscience de l'extrême difficulté de secteurs entiers de l'activité économique, l'agriculture, l'industrie, etc., et qu'ils voient les désordres du monde? Compte tenu de ça, est-ce que la victoire du RN, est-ce que la victoire du RN vous paraît probable? C'est parce que l'esprit de responsabilité n'a pas dominé dans l'arc républicain, que nous n'avons pas réussi à créer les conditions du redressement, que nous n'avons pas su porter un regard lucide sur les choses alors que les Français constituent un peuple politique intelligent, que nous en sommes là. Compte tenu de ça, la victoire du RN vous paraît probable? Elle est possible et elle deviendra probable si le dispositif continue à s'affaisser, comme il s'affaisse. S'il n'y a pas, dans les mois qui viennent, les conditions d'un rassemblement autour de quelques personnalités qui portent un regard lucide sur les thèmes. Bernard Cazeneuve, rassemblement. Vous avez parlé tout à l'heure d'une forme, le nécessaire rassemblement à gauche, en marge de LFI, de personnes effectivement sociodémocrates. Est-ce que ça peut aller au-delà? Est-ce que vous dites pour du battre PS, le RN, il faut que ça aille... Non, mais est-ce que ça peut aller au-delà? Ça doit aller au-delà. Du PS au RN? Non. Vous devez constituer une force politique de gauche de gouvernement suffisamment puissante pour qu'elle ait une chance d'être présente au second tour de l'élection présidentielle. Mais cette force politique suffisamment puissante pour avoir une chance d'être au second tour de l'élection présidentielle doit être aussi, par ceux qui l'incarnent, par le discours qu'ils tiennent, par la lucidité dont ils témoignent à l'égard des problèmes du monde, suffisamment ouverte pour permettre un rassemblement qui aille bien au-delà de ce camp, sans quoi il n'y aura pas de possibilité. Ce combat, vous pourriez le porter? Vous pourriez porter ce rassemblement? Vous avez lancé un mouvement, la Convention, vous tournez un petit peu partout en France, vous rencontrez les Français. Où est-ce que vous en êtes? En tous les cas, moi j'ai les idées claires sur ce qu'il faut faire. J'avais les idées claires sur les alliances, j'ai dit ce qui me paraissait souhaitable. Me suis-je trompé? J'ai indiqué sur la question budgétaire de la dissolution ce qu'il convenait de faire. Me suis-je trompé sur le 49.3, sur les risques... Quelle conclusion tirez-vous alors? J'en conclus que je peux apporter utilement une contribution au débat et qu'il n'y a pas de raison... Mais ça veut dire quoi, utilement une contribution au débat? Ça veut dire prendre ses responsabilités pour faire en sorte que ce rassemblement que j'appelle de mes voeux se produise. Et bien entendu, si à un moment donné dans la vie politique vous êtes en situation de mener le combat, vous n'avez aucune raison de vous dérober. Mais si vous n'êtes pas en situation de mener le combat, vous n'avez aucun intérêt d'empêcher ceux qui sont en situation de le mener en les soutenant de telle sorte Bernard Cazeneuve, on entend des voix à gauche qui disent Bernard Cazeneuve, il fait un pas en avant, 2 pas en arrière. On ne sait pas très bien, pour dire les choses de façon triviale, s'il veut y aller ou pas. Oui, ça, ce sont ceux qui veulent y aller et qui ne voudraient pas que j'y aille moi-même. Donc, ils mènent une campagne, reçoivent des journalistes, ils font courir des bruits, ils alimentent une chronique. C'est bien entendu leur droit. Je ne suis dupe de rien, je sais parfaitement tout cela, et ça me laisse totalement indifférent. Si vous voulez être candidat à l'élection présidentielle, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la clarté de la vision, la détermination dont vous savez pouvoir faire montre le moment où l'échéance se présentera, et le sens de la nation qui doit présider à tout. Et ce qui me caractérise, peut-être, c'est que le sens de la nation est chez moi ce qui domine tout. Pour moi, la France est plus grande que chacune et chacun d'entre nous. Et je n'entends pas empêcher quiconque d'autre que moi d'être candidat s'il est en situation de gagner et en situation d'éviter le Rassemblement national, parce que telle est la priorité. Je ne suis pas sûr que tous ceux... Je ne suis pas sûr, Elisabeth Martichoux, que tous ceux qui font ces petits commentaires sur le thème, il n'est pas déterminé, etc., aient la même élégance que celle dont je me fais un devoir à l'égard de mes propres amis. Vous pensez à qui? Je ne pense à personne en particulier. Mais non, je pense à personne en particulier, mais ceux auxquels je pense se reconnaîtront. Frédéric Delpech nous rejoint. Mais Arlette, on continue d'en parler. Une phrase, c'est oui ou non. Le cauchemar pour vous, c'est un deuxième tour, Bardella, Jean-Luc Mélenchon?
C'est ce qu'il faut éviter à tout prix à la France. C'est ce qu'il faut éviter à tout prix à la France, effectivement. Vous feriez quoi dans ce cas-là, Bernard Cazeneuve? Oui. Je ne me place pas dans les hypothèses que je cherche à éviter, sinon vous voulez créer les conditions pour qu'elles adviennent. Et Le Pen, Bardella, est-ce qu'ils sont interchangeables aux yeux des Français? Et pour vous? En tous les cas, pour moi, c'est l'extrême droite se substituant à l'extrême droite. Donc là aussi, c'est une question qui, pour moi, n'a pas beaucoup de sens. C'est, en dépit de la différence de personnalité, la même orientation politique, dont on voit d'ailleurs les conséquences qu'elle aurait pour le pays, compte tenu de ce qu'est la grande mansuétude, pour ne pas dire la grande complaisance, de ces leaders politiques à l'égard de Poutine, de Trump, c'est-à-dire de ceux qui menacent l'Europe et qui sont très prompts, on l'a vu au cours des dernières heures, à agresser notre pays. Frédéric Delpech nous a rejoint. Cher Frédéric, vos questions du tac au tac. Une question courte et une réponse courte, j'imagine. Que restera-t-il du bilan d'Emmanuel Macron? Question nécessairement courte, pardon. Réponse courte. Je le crains, la dissolution. C'est-à-dire? La dissolution et ses conséquences, c'est-à-dire, on nous avait promis le nouveau monde, nous avons assisté au retour de la 4e République, pour dire les choses de façon brève. Est-ce que vous êtes prêt à reprendre votre carte au Parti Socialiste après ce que vous avez dit sur la bonne manière dont Olivier Faure a conduit les discussions sur le budget? Mais moi, je suis prêt à participer à un grand parti politique de gauche de gouvernement, à condition qu'il y ait la clarté sur les alliances, qu'il y ait la lucidité sur la politique à mener, c'est-à-dire qu'il y ait un esprit de responsabilité. Et troisièmement, le refus de tout sectarisme, de tout recroquevillement, de toute excommunication de quiconque a eu le grand tort d'être lucide au moment où tout était difficile. Vous n'allez pas vous dérober, c'est ce que vous avez dit il y a quelques instants pour la présidentielle. Dans le sondage La Tribune qu'évoquait Elisabeth tout à l'heure, François Hollande est la personnalité de gauche la mieux placée. Est-ce que ce sera entre lui et vous ? Mais cette question n'a absolument pas de sens aujourd'hui, pour la bonne simple raison que on ne fait le choix que dès lors que les candidats sont déclarés. Aussi longtemps que tous les candidats potentiels ne sont pas déclarés, on ne sait pas finalement ce que pèse chacun dans les sondages. Et ensuite, vous imaginez bien que ce n'est pas une compétition entre François Hollande et moi qui viendra obscurcir les chances de la gauche de gouvernement d'avoir un bon candidat compte tenu des liens qui nous lient. Les municipales, vous êtes plutôt Aulas ou Doucet pour Lyon ? Moi, je suis sur toutes les villes pour le candidat de gauche, dès lors que le candidat de gauche est clair quant aux alliances avec la France insoumise. Donc partout où il y a des candidats de gauche qui ont exercé des responsabilités dans les communes et les ont bien gérées, je les soutiendrai. Ce sera le cas de Michael Delafosse à Montpellier, de Benoît Payan à Marseille, j'espère de Catherine Trottmann à Strasbourg, c'est-à-dire j'irai soutenir tous ceux qui, à gauche, ont bien géré ou représentent un espoir de reconquête. C'est mon rôle, je le ferai. Vous tweetez très peu. Vous avez même dit les réseaux sociaux, pour les politiques, c'est la pente narcissique. Pourtant, tout le monde le fait aujourd'hui. C'est l'usage de la phrase brève au service des idées courtes. Donc j'essaie de ne pas trop utiliser le moyen. Mais pour 2026, si jamais vous entrez en campagne, vous serez davantage sur les réseaux sociaux ? Je serai sur les réseaux sociaux pour dire très sobrement ce que je fais, mais je ne serai pas sur les réseaux sociaux pour insulter, pour diffuser des petites phrases, pour susciter des polémiques, pour mettre de l'huile sur le feu, parce que cette conception abrasive du débat politique n'est pas du tout de ma culture, de ma sensibilité. Je n'ai pas l'intention d'être autre chose que ce que je suis dans le débat politique pour plaire, pour séduire ou pour céder à l'air du temps. Je pense d'ailleurs aujourd'hui que l'urgence, c'est de ne pas céder à l'air du temps. Allez, la toute dernière question, elle vous est posée par Arlette. Oui, un grand patron, Jean-Dominique Sénard, assume tout à fait, lui, de dire effectivement, il discute avec Jordan Bardella, parce qu'il vaut mieux le préparer si éventuellement demain il accédait à de grandes responsabilités. Il a raison, ou bien vous dites non, alors cordon sanitaire, on ne parle pas aux responsables du Rassemblement national. Non, mais je pense que on peut toujours, en démocratie, on peut toujours parler aux uns et aux autres. C'est une chose que de parler. C'est autre chose que d'aider. Et moi, le seul camp que je veux aider,
c'est le camp des Républicains, c'est le camp de la gauche de gouvernement, pour faire en sorte que aucun patron n'ait à parler après 2027 avec M. Bardella comme chef de gouvernement ou comme responsable de l'État. C'est ça, à mon avis, à quoi il nous faut nous consacrer prioritairement. Merci beaucoup. Pas tissu Rassemblement national. Bernard Cazeneuve. Merci à vous. Dans un instant, les vérificateurs sur LCI avec Anne-Chloé Beauté. 1 an de fake news signé Trump. C'est au programme. Merci à vous d'avoir été notre invité. Bernard Cazeneuve, bonne journée à tous sur LCI. À la semaine prochaine.